J'appelle la communication suivante du professeur Battiston sur les transferts nerveux dans la tétraplégie. Monsieur le Président, chers confrères, merci pour l'invitation à parler des transferts nerveux dans la tétraplégie. Alors, c'est un gros problème dans nos sociétés parce que, si vous voyez, dans les États-Unis, il y a 12 000 cas nouveaux de lésions de la moelle épinière qui, dans la majorité des cas, 60% des cas, va apporter une tétraplégie. Et l'objectif principal de la chirurgie chez les tétraplégiques est la récupération de certaines fonctions du membre supérieur. Alors, cette définition est très importante parce que la fonction nerveuse proximale au métamère est préservée. La fonction nerveuse distale au métamère lésionnel peut être stimulée, c'est l'arc est intact. Et alors, le problème, c'est que la fonction nerveuse au niveau du métamère lésionnel est absente et est comparable à une lésion de deuxième autoneurone, qui veut dire une lésion de nerf périphérique. Alors, il faut le classifier avec une classification internationale qui va tenir compte de muscles, pas seulement de métamère. Et alors, va diviser le problème entre deux groupes qui va compter le muscle le plus distal qui est préservé. Il faut avoir un bilan préopératoire du membre supérieur, moteur, sensitif, articulaire, la mobilité active et passive, faire un programme de réhabilitation et voir l'âge et les comorbidités. Et les priorités chirurgicales sont le coude, l'extension du coude et la préhension de la main. On a des techniques chirurgicales traditionnelles pour renouveler la fonction du coude avec transfert de deltoïde postérieur ou de biceps. Et pour la main, il faut utiliser des transferts tendineux qui sont des transferts actifs ou des ténodèses ou des arthrodèses. Mais il est possible de sauter le gap avec une chirurgie nerveuse. Il faut utiliser alors des transferts nerveux parce qu'on peut avoir une réparation de nerf receveur par cooptation de nerf donneur sans qu'il est proche. Et une technique classique dans la réparation du plexus brachial est seulement récemment décrite pour la tétraplégie. Voici le schéma. Et la technique qui par exemple, utilise un rameau du nerf brachial pour le brachialis, pour le médian. Voici sa publication, récente publication qui montre l'utilisation de ces transferts pour la tétraplégie. Le timing, c'est très important parce que la rénovation spontanée se produit généralement dans les 6 premiers mois après la lésion médulaire et la stabilité clinique est à 6 mois. Alors, je crois que la chirurgie, il faut la faire entre 6 et 12 mois après le traumatisme. Je crois que ça est le moment idéal pour la chirurgie. C'est pourquoi, dans ces patients, on a des lésions qui sont à niveau du métamère et des muscles qui sont innervés à niveau du métamère. Alors, il faut les considérer comme des lésions de nerfs périphériques parce que les muscles, après 12 mois, sont atrophiques. Bien sûr, on connaît très bien qu'il faut attendre le temps de récupération pour la chirurgie des nerfs périphériques. Et on a développé une nouvelle stratégie parce que l'utilisation d'un nerf sain, si on va perdre la possibilité de transfert tendineux, alors la stratégie est basée sur améliorer les fonctions avec les transferts nerveux, combiner les transferts nerveux et les transferts tendineux, y compris la chirurgie pour l'extension du coude qui n'est pas compris, pour éviter de perdre les transferts de tendons classiques. Parce que pas tous les transferts nerveux ne marchent, ils marchent. Alors, dans la classe 0, la chirurgie normale ne comprend rien, on peut voir si on fait un transfert, une neurotisation de petits ronds sur le triceps, et s'il ne marche pas, en tous les cas, on a la possibilité d'utiliser les deltoïdes
pour l'extension du coude. Dans la classe 1, il y a la possibilité avec la chirurgie traditionnelle de faire ce type de transfert et de ténodèse. Et c'est le classique, c'est ça, avec la possibilité de combiner la chirurgie nerveuse et les transferts ténonés. On va avoir la possibilité d'utiliser après le flexeur du pouce. Et s'il ne marche pas, on va utiliser dans le même temps la chirurgie classique. La classe 2, c'est le même concept. Voici la chirurgie traditionnelle. Et de nouveau, la stratégie classique peut être modifiée parce qu'on utilise le nerf et s'il ne marche pas, on a la possibilité d'utiliser les techniques classiques. Enfin, le cas le plus fréquent dans notre série, c'est la classe 3, où il y a le dernier muscle le plus distal, qui est l'extension radiale du carpe. Et voici la chirurgie traditionnelle décrite par Zancoli, et il faisait 2 étapes dans sa chirurgie. Et voici la possibilité d'utiliser de nouveau la branche pour le triceps, et s'il ne marche pas, le transfert du deltoïde. Et voici la possibilité, si la neurotisation du supinateur pour le nerf antérieur postérieur ne marche pas, de faire des ténodèses comme la chirurgie classique va montrer. Alors, de nouveau, le timing, c'est très important parce que le progrès majeur dans la réinversion spontanée se produit généralement au cours des 6 premiers mois. Et il faut faire sa chirurgie entre 6 et 12 mois. Même si les Américains ont montré dans des séries de faire cette chirurgie à 2 ans, 3 ans après, parce qu'il dit que les muscles sont encore innervés, parce qu'ils sont sous-lésionnels. Oui, mais après 1 année, 2 années, il y a beaucoup d'atrophies de ces muscles, et alors les résultats sont pires. Voici la possibilité de faire ce type de chirurgie. De nouveau, la branche de brachialis pour le nerf antérieur antérieur, qui est une partie du nerf médian. Voici comment isoler le brachialiste qui va partir de muscles cutanés. Comme les fasciques dedans, les médians sont isolés pour les brancher avec la branche du muscle cutané. Je vous montre seulement ça parce que c'est très important, parce que ce n'est pas seulement la chirurgie, mais la possibilité, voici le médian, que les fasciques sont divisés, et après ça, on a la possibilité de les stimuler parce que les muscles sont innervés par le métamère sous-lésionnel. Alors, on peut comprendre très bien c'est le pronateur carré, que ce n'est pas assez utile pour nous. Alors, il faut diviser les autres branches. Et alors, on voit la flexion du pouce. Et enfin, ce qui est d'intérêt pour nous, voici la flèche, comme il va fléchir le poignet et les doigts. Et après, alors, on va couper les muscles cutanés et à faire ceci est une branche sensitive. Alors, je vous montre des cas. Ceci est une tétraplégie classe 3. Voici le muscle qui marche, qui ne marche pas. Alors, il y a l'extension radiale du carpe. Alors, on fait la chirurgie à l'épaule de la branche pour le petit rond sur le triceps. Et la branche, voici qu'on fait la cooptation comme une suture directe. Et après, la branche pour le supinateur qui est branchée sur le nerf antérieur postérieur pour l'extension du pouce et des doigts. Okay. Et voici le résultat à 1 an et demi. Apri le dita, chiudi. Pour un tétraplégie classe 3. Come prendi questo oggetto in mano. Et de nouveau la possibilité d'ouvrir la main et de prendre. En autre cas, tétraplégie 3, ce sont les cas les plus fréquents. Voici le triceps C1, mais les autres ne marchent pas. Et de nouveau, on a un extension radiale du carpe. C'est ça le patient qui montre qu'il n'y a pas la stabilité du bras par le triceps. Il peut prendre avec la possibilité de faire la ténodèse avec l'extension du poignet, mais voici que la différence est pour les objets qui sont plus grands.
la difficulté de prendre des objets est très forte. Et voici 12 mois après l'intervention, voici la possibilité d'ouvrir le pouce et de faire une récupération motrice bilatérale active et volontaire, avec une pince qui est un M4, avec abduction de pouce, extension des doigts et surtout extension du coude. C'est une vie presque normale pour ce patient. Alors, ça peut être fait dans un centre chirurgical qui comprend bien sûr la réhabilitation, parce qu'on fait des lésions nerveuses périphériques jusqu'à la tétraplégie. Nous sommes très heureux de dire qu'il y a un numéro de chirurgiens, parce qu'on peut faire ça dans le même temps sur les deux arts. Parce que c'est très important de réduire le temps de réinnervation et d'avoir ces patients qui, en fin de l'intervention, sont satisfaits et réhabilitent avec nous. Comme ça, on fait un double équipe et on travaille sur les deux membres. En conclusion, les transferts nerveux peuvent améliorer les résultats classiques avec un timing approprié, doivent être évalués, les patients et suivis périodiquement depuis le début. Et l'équipe doit être multidisciplinaire et fondamentale pour la compréhension de l'opération, la chirurgie et la réhabilitation. Les techniques pour les plexus brachialaires associées au transfert tendineux peuvent améliorer considérablement la récupération fonctionnelle par rapport aux techniques conventionnelles seulement. Et nous avons de meilleurs résultats si le traitement se situe entre 6 et 12 mois après la lésion, au contraire que la littérature américaine va dire. Merci de nos patients. Bravo pour cette très belle communication du professeur Battiston, parce que pour qu'un tétraplégique puisse reprendre un objet, bravo. C'est la fonction principale. Professeur Villet. Une petite question sur le message, parce que je m'occupe d'autre chose, mais chez les tétraplégiques, peut-être qu'il n'est jamais assez fait de stimulation permanente pendant la tétraplégie. Je m'explique, mais dans les méthodes, dans les endroits de rééducation, de ce que je viens de voir, et ces fameux 6 mois, 12 mois, et si on attend plus, il est absolument fondamental de faire passer ce message qui ne passe pas toujours dans notre pays, qu'il faut, pendant les mois après la tétraplégie, stimuler régulièrement les nerfs moteurs, enfin les muscles, entre guillemets, faire marcher les muscles du membre supérieur pour peut-être un jour espérer les faire travailler. Parce que si on attend effectivement 2 ans, il ne se passe plus rien pour en faire quelque chose. C'est un peu là peut-être conflit avec les Américains. Merci pour cette question, parce que nous, on a l'expérience de thérapeutes qui fait la main rigide. Alors, il coupe la possibilité de la chirurgie après. Parce qu'il dit, alors, avec la main rigide, le patient peut prendre quelque chose. Mais il va couper la possibilité de toute la chirurgie, la traditionnelle et cette nouvelle technique. Alors, il faut faire des stimulations et maintenir le trophisme musculaire. Dans ce moment, on fait des recherches avec des biopsies musculaires pour montrer la différence et la possibilité d'avoir des résultats, bien sûr, avec ce type de timing. Merci, professeur Caroline Leclerc. Merci Bruno pour cette excellente communication. Ça pose quand même quelques problèmes, cette chirurgie de transfert nerveux chez le tétraplégique. Si c'était une chirurgie qu'on venait de découvrir et qu'autrefois on n'opérait pas les tétraplégiques, moi je trouverais ça absolument merveilleux et magnifique. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des patients qu'on opère depuis maintenant une 50aine d'années, avec toute cette chirurgie des transferts tendineux et des ténodèses et des arthrodèses qui a été développée par Moberg, par Zancoli, par des gens qui ont vraiment une vision sur ces opérations-là. Et vous vous émerveillez à l'instant sur les tétraplégiques qui saisissent. Avec cette chirurgie dont je parle, ils saisissent, et ça depuis 50 ans. Et on sait très bien réparer le triceps qui ne fonctionne pas, et on sait très bien rendre une flexion de la main et des doigts, une pince et une prise depuis de très nombreuses années. Donc la question en fait qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est mieux?
où allons-nous? Pourquoi faisons-nous maintenant cette chirurgie-là? Et en quoi est-elle meilleure que ce qu'on connaissait avant? Je crois que c'est la question, toute la question, elle est là. Et tu l'as très bien dit, Bruno. On essaye ça, et si ça ne marche pas, on peut toujours se reprendre. Dans la chirurgie des transferts tendineux, on ne se pose pas tellement ces questions-là. C'est-à-dire que la chirurgie des transferts tendineux, bien entendu, il peut y avoir des complications partout, mais c'est une chirurgie fiable. Et les résultats ont été publiés, et ce sont des choses qui sont maintenant bien connues, bien codifiées. Donc, le problème, il est là. Le problème est de savoir ce qu'on a gagné. Alors, il est évident que ce sont des chirurgies beaucoup moins invasives. C'est sûr que de transférer un petit morceau de nerf, c'est beaucoup moins invasif que d'aller disséquer un biceps entier ou un deltoïde postérieur entier pour récupérer une extension du coude. Mais les difficultés, c'est que le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, quand on fait cette chirurgie-là, il faut premièrement toujours avoir un plan B, toujours, et ça, c'est un vrai problème. Et deuxièmement, on a vu, parce que maintenant, on commence à pouvoir évaluer les résultats, que souvent, les résultats, même s'ils sont bons, ne sont pas aussi forts que les résultats qu'on obtenait avec les transferts tendineux. Qu'est-ce qu'il souhaite un tétraplégique? Il souhaite prendre en force. Avec cette chirurgie de transfert nerveux, on n'est pas toujours au résultat qu'on avait avec les transferts tendineux. Je crois que la solution, elle passe, et là aussi, tu l'as vraiment bien dit, par des combinaisons de choses. Par exemple, il y a un transfert nerveux qui est excellent, qui est ce qu'on appelle le spleen, qui consiste à rendre l'extension des doigts. Et ça, c'est un transfert nerveux qui ne coûte pas cher parce que dans les patients de groupe 3 dont on parlait, on ne sait pas faire. On n'a pas assez de muscles pour leur rendre l'extension des doigts. Donc, l'extension des doigts, elle est récupérée uniquement par le fameux effet ténodèse. Ça, c'est ce qu'on appelle un winner. Ça, c'est une intervention qui gagne. Et même si elle ne marchait pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on sait qu'avec la ténodèse, ça marchera. Donc, je crois qu'en fait, toute la problématique, et je crois qu'il faut le souligner, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a de plus. Et puis, quels sont les risques qu'on prend à faire cette chirurgie-là pour l'avenir si ça ne fonctionne pas? Merci Caroline, parce que ton expertise, c'est formidable. Mais alors, comme toutes les chirurgies, les chirurgies nouveaux, il faut faire des étapes. Alors, tu sais bien que Bertelli a décrit des transferts nerveux qui coupent la voie à des transferts tendineux secondaires. Alors, je crois qu'il y a une question de stratégie. Et alors, tu vois que j'ai montré qu'il faut combiner les deux choses et pas ne couper la route pour des choses secondaires. Et surtout, on a fait des patients d'un un côté la chirurgie nerveuse, de l'autre côté le transfert tendineux dans le même temps. Parce qu'il faut réduire le temps de la récupération pour ces patients. Et très important de parler avec les patients et les parents, parce que ça veut dire, par exemple, avec l'intervention bilatérale, le nursing, c'est terrible, parce qu'il fait des choses et pour un mois, ils sont fermés. Alors, il faut avoir l'organisation, tous les patients et les parents qui ont bien compris le problème. Alors, je crois que c'est quelque chose qui va ajouter quelque chose à ce qu'on avait. Avec la chirurgie classique, bien sûr, je sais quel sera le résultat. Mais je peux le faire aujourd'hui, entre une année, 2 années. Cette chirurgie, il faut la faire dans un temps limité. Alors, c'est pour ça qu'il faut choisir tout de suite. Mais je crois que c'est quelque chose qui peut ajouter quelque chose à nous comme chirurgiens et aussi aux patients. Professeur Merle. Bruno, merci pour cette magnifique communication. Et tu as raison de chercher à additionner les bénéfices. J'ai une petite remarque un peu négative, c'est que dans les meilleures mains microchirurgicales du monde, 30% de nos sutures nerveuses, même si elles sont parfaites, ne donnent strictement rien. Et Caroline a raison de dire qu'il faut toujours prévoir le plan B. Puis la deuxième remarque, parce que moi j'ai eu la chance de travailler avec des centres de rééducation très professionnels sur la paraplégie et la tétraplégie, il faut être présent dans les centres de rééducation avec les équipes de rééducation, parce qu'il y a un moment où les rééducateurs deviennent tellement propriétaires de leurs malades qu'ils oublient de poser la question aux chirurgiens. Et il y a beaucoup de patients qui arrivent trop tard, comme vous l'avez fait remarquer,
parce qu'on les a dit, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Et là, je crois qu'il faut que nous, on se déplace physiquement dans les centres de rééducation pour les examiner en équipe et leur proposer au bon moment la bonne intervention. Je réponds à la deuxième question, que ça veut dire que c'est un problème culturel. Il faut changer la mentalité à les thérapeutes aussi. Alors, il faut faire ça avec avant de convaincre. Mon thérapeute, le physiatre, était difficile. Mais maintenant, ils ont vu les résultats et ils nous appellent de voir le malade tout de suite, un mois, 2 mois, et de le suivre pour faire ça. La deuxième question, bien sûr, je sais et je vais montrer que la chirurgie nerveuse n'est pas toujours fiable, mais alors c'est de nouveau une question de choisir ce que peut vous donner quelque chose. Si je vais avoir un muscle en plus pour la chirurgie secondaire, je peux donner au patient quelque chose en plus. Et je crois que ça est important. Si je ne coupe pas la voie secondaire, son patient, il sait bien qu'on peut faire quelque chose après. Alors, je crois un problème de stratégie. Et le plus patient qu'on fait, nous comprenons quelque chose. Par exemple, pour les triceps, maintenant, je sais très bien, vous avez dit que les deltoïdes donnent beaucoup de force. Quelquefois, avec le transfert nerveux, on n'a pas assez de force pour l'extension du coude. Alors, il faut dire au patient qu'il faut ajouter après s'il n'est pas suffisant. Je crois que c'est une question de parler et que le patient comprend bien ce qu'on va faire comme chirurgien. Un commentaire du professeur Gilbert, notre modérateur. C'est pas un commentaire, c'est un souvenir. Je me souviens d'une séance à l'Académie il y a très longtemps où le chirurgien de Garches qui s'occupait des tétraplégiques est venu nous dire que ça ne servait à rien du tout. La chirurgie secondaire chez les tétraplégiques, ça ne marchait jamais. Donc ça montre bien que les choses évoluent et qu'il faut peut-être que les choses soient faites différemment pour qu'elles réussissent. Merci. Effectivement. Moi, j'ai encore une question liée justement aux tétraplégies d'origine obstétricale. Finalement, en fonction de l'expérience que vous avez, quels conseils on peut donner aux parents, aux pédiatres, aux neuropédiatres qui les suivent, qui n'ont pas souvent de formation chirurgicale ou qui ne connaissent pas les progrès possibles, comment il faut prendre en charge et leur donner en quelque sorte un horizon avec des solutions chirurgicales qui ne sont pas toujours évoquées par… Pour le moment, on nous a opéré seulement des adultes, mais en particulier dans les jeunes, il faut parler beaucoup avec la famille parce qu'il faut coordonner tout ce que c'est le nursing, l'après-intervention et tout ça. Alors, il faut comprendre, il faut parler plusieurs fois aux patients et aux parents. Je crois que ça est vraiment important pour donner la vue sur le futur. Ouais. Merci beaucoup. Merci.